L'esprit curieux, libre d'attaches émotionnelles envers les faits, suffisamment pour avoir envie d'ouvrir les yeux sur d'autres possibles. Alors essayons de reprendre le fil de nos pensées avant qu'elles nous échappent dans le bruit de la débâcle. Enfin de la débâcle. La débâcle, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. C'est la fonte des glaces dans l'eau normalement. Enfin, charriée par les fleuves et tout ça. Là, c'est la fonte de la neige, de la dernière neige, qui étincelle dans le soleil quand le soleil se montre. Et c'est assez fantastique. Les vapeurs d'eau qui montent de la vallée en brumes opaques, qui parfois obscurcissent totalement le soleil. Oui, l'obscurcissent, vont même jusqu'à l'obscurcir. L'eau peut obscurcir le soleil. Oui, si elle est assez épaisse. La brume, c'est de l'eau, c'est de la vapeur d'eau. À propos d'eau, justement, une bulle d'eau peut parfaitement flotter dans l'espace, pour peu que cet espace exerce une pression, comme un gaz plus dense que l'eau qui exercerait une pression sur l'eau. Comme dans l'atmosphère, quand une goutte d'eau tombe. D'accord, elle tombe vers le bas parce qu'elle est plus dense que l'air, mais elle se forme en goutte, n'est-ce pas ? Un peu comme une bulle d'air se forme dans l'eau parce que l'air est plus léger que l'eau et se forme en goutte pour remonter vers la surface. Donc on a cette attraction vers le haut, dite poussée d'Archimède, et cette attraction vers le bas, dite gravité. Mais bon, c'est une question de densité tout ça. Donc imaginons notre goutte d'eau flottant dans un gaz. Imaginons de l'hydrogène. Pur, je ne sais pas ce que ça donne, mais l'hydrogène c'est très léger, n'est-ce pas ? À moins que ce soit l'hélium. En tout cas, nous avons notre goutte d'eau et le gaz, figuré en bleu clair, exerce une pression sur l'eau, figurée en bleu plus foncé. Mais nous ne sommes pas sur de l'eau, n'est-ce pas ? Quoique. Alors que seraient les continents ? Terra firma, hein ? Donc imaginons la chose légèrement autrement. Imaginons cette terre, donc une boule de terre. Alors, on fait des boules de neige, on peut bien faire des boules de terre. Ouais, ça fait un peu plus mal, mais bon. Donc nous avons notre terre, terra firma. Autour, il y a de l'eau. Et puis, il y a toute une atmosphère légère qui, elle, ne contient pas l'eau. Enfin, elle la contient plus ou moins. À moins que ce ne soit la gravité centrale. J'ai encore du mal avec cette histoire de gravité, je vous le cache pas. Mais bon, la force d'attraction est exercée par l'extérieur, par le gaz, qui exerce une pression. Alors là, j'ai mis de l'hydrogène, mais l'hydrogène, c'est léger. Donc il y a de l'hydrogène, mais ce n'est pas de l'hydrogène. Donc ce gaz exerce une pression. Et nous avons là différents niveaux de membrane. Une membrane, donc une différence de potentiel qui se forme autour peut-être des eaux d'en haut. J'ai mis hydrogène là, mais ce gaz clair, ces circonvolutions bleu clair, ça pourrait être de l'eau, les eaux d'en haut, qui forment une membrane avec cette couche intermédiaire, petit zigouigoui bleu assez dense, et on aurait là une atmosphère, donc différentes couches de gaz. Et puis, en bleu foncé, nous avons les eaux de la surface du globe. Et puis entre les deux, j'ai mis oxygène, mais bien sûr, ce gaz contient de l'oxygène. Donc il faudrait qu'il y ait une pression assez forte avec plusieurs différences de potentiel. Le dôme. Alors là, le dôme est une sphère. Pour moi, c'est pas vraiment satisfaisant tout ça, mais ça pourrait s'envisager comme ça. Mais reparlons plutôt de notre monde cratère. Nous avons donc le grand cratère, le cratère, avec au centre le pôle Nord, le seul pôle, le pôle central. Autour, nous avons les continents tels que nous les connaissons. L'Europe, l'Amérique, l'Asie, l'Afrique, l'Australie, plus quelques îles. Les terres connues, et
peut-être inconnue qui se trouve puisqu'il y a des routes aériennes qui sont interdites, des routes maritimes qui sont interdites, etc. Donc il y a peut-être plus de continents que n'en contient la carte azimut équidistant, ou connue sous le nom de Gleason, carte de Gleason ou carte de Ferguson ou autre. Il y a ensuite la barrière de glace, dite Antarctique. Donc l'Antarctique n'est pas un continent, c'est une délimitation. Mais nous allons y revenir. Puisque la Terre est une sphère et un plan à la fois, l'Antarctique est une limite et un continent à la fois. Les choses sont plusieurs choses, elles sont en même temps, comme dirait l'autre. Et nous allons voir pourquoi et comment. Donc au-delà, nous avons des continents. Terra incognita, intra terra. Terre inconnue, de l'intra-terre, de l'intérieur du cratère. Et ça ferait assez bien sens avec ce que disait l'amiral Byrd, franc-maçon du 33e degré, donc ce qui nous lâche, c'est pour que nous le sachions, parce que c'est vrai, ou c'est un mensonge. Parce qu'il nous donne les vérités. Mais les vérités, personne ne semble les comprendre. Donc imaginons l'Inde, comme il disait, au-delà de l'Inde, latitude sud. Donc imaginons que le sous-continent indien est ce truc-là un peu au bas du dessin, enfin en dessous de la croix du pôle. Eh bien continuez, cette petite pointe, protubérance, l'une ou l'autre comme vous voulez, continuez là vers le sud, plein sud, et au-delà du cercle antarctique, au-delà de la barrière de glace, nous trouvons des continents. Mais alors, quid du soleil ? Parce que le soleil fait plusieurs cercles. Enfin, il fait un cercle au tropique nord, un cercle à l'équateur, un cercle au tropique sud. Après quoi, il revient. C'est ça qu'on a vu, une spirale. Hein. Mais ça veut dire que les terres subantarctiques ne seraient pas illuminées par le soleil. Du moins, ce soleil-là. Voilà qui pose problème. Récapitulons. Nous avons donc notre cratère, avec en son centre le pôle. Nous avons donc les continents émergeant des océans. Nous avons la barrière de glace. Nous avons le soleil et la lune qui ne se correspondent pas exactement puisqu'ils n'ont pas le même cycle. Ils sont théoriquement des opposés complémentaires mais pas pratiquement, en tout cas pas astronomiquement. Et nous avons les terres au-delà du cratère. Alors, il me vient une idée en commentant juste cette page, une idée que j'avais pas eue précédemment, mais enfin évidemment, nous plaçons le centre du cratère au centre du cratère, évidemment. Et si notre cratère est notre monde connu, alors notre centre est le centre de notre monde. Je m'explique. Il est donc évident, sans avoir réfléchi plus avant, que nous connaissons le centre de notre monde. C'est le pôle Nord, qui correspond soit au pôle Nord de la map monde, soit au centre de la carte azimutale équidistante. Ça semble tomber sous le sens. Mais rien n'est moins évident, nous l'allons voir tout à l'heure. Mais poursuivons. Dans cette vision ethnocentrique, géocentrique, centrique en tout cas, nous avons le pôle Nord au centre. Et le pôle Sud, c'est l'extérieur. Le pôle Sud ou Antarctique. L'Antarctique n'est pas un continent, c'est le contour de notre monde. Ici, notre monde, ce que j'appelle notre monde, et le cratère se confondent. Nous sommes bien d'accord. Donc, au centre du cercle bleu, j'aurais pu mettre la croix du pôle Nord. Pôle Nord, pôle Sud. Nous apprenons que, en aucun cas, une sphère, un pôle Nord et un pôle Sud, du point de vue physique. Alors, je ne sais pas s'il existe des aimants sphériques, mais il existe des aimants toriques. Nous allons voir ça à la page suivante. Maintenant, ce que nous avons un aimant en forme de barre. Comment s'appelle ce type d'aimant ? Je ne sais pas. Nous avons d'un côté le pôle Nord, de l'autre le pôle Sud, ou pôle positif, pôle négatif, selon comment on voit les choses.
et des lignes de force qui sont mises en évidence généralement par la limaille de fer. Nous pouvons donc penser que cette sphère virtuelle de la Terre, c'est la représentation des lignes de force qui s'exercent entre le nord et le sud dans un aimant en barre. Nous avons donc le disque bleu qui représente les champs de force entre le nord et le sud. Et ces champs de force dessinent, de façon imagée, les méridiens. La Terre n'est pas une boule, mais ce sont les représentations des champs de force autour d'un aimant en barre. Les méridiens sont donc les champs de force magnétiques représentés en 3 dimensions autour d'un aimant en barre. Voici un aimant torique. Il a une certaine épaisseur. C'est un disque percé d'un trou. Le pôle positif est au centre. Le pôle positif est au centre. Le pôle négatif, c'est la périphérie. Dans un aimant en barre, nous avons un pôle plus et un pôle moins, un pôle nord et un pôle sud. Plus et moins nous rappellent l'électricité. Mais qu'est-ce que le magnétisme sinon de l'électricité? Oui, je sais, j'amalgame. Mais quand on dit électricité, on devrait toujours parler de magnétoélectricité. Quand on parle de magnétisme, d'électromagnétisme. C'est assez intéressant, cette scission dans notre pensée. Ce qui nous amène naturellement au petit diagramme suivant. Les 2 hémisphères cérébraux. Le cerveau gauche, analytique. Le cerveau droit, synthétique, synesthésique. Nous avons donc un plus et un moins, un pôle nord et un pôle sud. Un pôle électrique, un pôle magnétique. Quand nous parlons d'électrique, nous pourrions aussi ajouter la notion de diélectrique. En parlant de magnétique, la notion de diamagnétique. Mais nous y reviendrons. Immédiatement, cette idée de plus et de moins, quand on parle des 2 hémisphères cérébraux, 2 hémisphères de moitié de sphère, en fait, il s'agirait plutôt d'une coupole, d'un dôme concernant le cerveau, un côté plat, un côté bombé, ce qui est assez intéressant en soi. Nous avons l'hémisphère dit féminin, l'hémisphère dit masculin. L'hémisphère féminin, ou hémisphère droit, est plus connecté à l'intuition, il est synthétique, synesthésique. L'hémisphère gauche, beaucoup plus lié au masculin, est rationnel, analytique. Typiquement binaire, 0 et 1. En parlant de masculin et féminin, voici les notions de yin et de yang. Ces notions sont intéressantes parce qu'elles dépassent le clivage masculin-féminin, positif-négatif, 2 séries de termes antagonistes très fortement connotés. Plus, oh c'est bien, c'est positif. Moins, ah c'est mal, c'est négatif. Bien-mal est en soi une dualité très fortement connotée. Noir-blanc, homme-femme. Les hommes auront tendance à magnifier le masculin et à diminuer le féminin, ou à l'idéaliser, et inversement. Mais étudions cette figure du yin-yang. Il y a le blanc, à savoir le visible. Le noir, qui n'apparaît pas, l'invisible. Pensons aux phases de la lune. Quand nous voyons un croissant de lune, nous voyons toujours la lune, mais d'une façon ou d'une autre, elle est masquée. Son influence est moindre également. C'est peut-être une mauvaise image, mais gardons-la pour l'instant. Et chaque pôle contient, en essence, un peu de son opposé complémentaire. Ce diagramme est toujours représenté en noir et blanc, parce que le noir et le blanc contiennent l'essence des choses. Dans le noir, on ne voit rien. Le blanc, c'est ce qui apparaît. Repensons encore une fois au croissant de lune. Si la lune est un disque et qu'on n'en voit qu'un croissant, je veux dire, si c'est un disque physique ou une sphère physique, qu'elle soit masquée ne la fait pas disparaître. Ça ne fait disparaître la lune qu'à nos yeux. Mais encore une fois, c'est un présupposé qui est discutable. J'ai proposé plusieurs fois des représentations en couleurs de ce symbole. En rouge, nous avons le plus, le masculin, avec en son centre un point bleu. Et en bleu, nous avons le féminin, le yin, avec en son centre un point rouge. Ce rouge et ce bleu me font immédiatement penser
puisque ce sont des couleurs conventionnelles, mais qui ne sont pas inintéressantes. Le sang, liquide d'essence feu, et l'eau, liquide d'essence eau, froid, yin. Voilà qui me fait immédiatement penser à des diagrammes que j'avais fait quand je faisais mon petit mémoire, mon étude sur la question cruciale qui est l'homme, qui nous amène bien sûr à qu'est-ce que la réalité, et en étudiant les systèmes anatomiques, conventionnels anatomiques. Nous avons ici la circulation du sang, plus exactement la régénération du sang à l'intérieur des alvéoles pulmonaires. Le sang bleu, qui vient de gauche, est un sang veineux, chargé de toxines, d'acide carbonique, donc de CO2, et le sang rouge est un sang chargé d'oxygène. Les capillaires chargés de sang veineux sont régénérés avec du sang artériel, et quand on s'approche d'encore plus près, il y a un moment où ça s'interpénètre complètement. L'hème, oui, ça a un rapport avec le cœur, bien que ça se passe dans le poumon. L'hème, c'est la structure cyclique, le noyau porphyrique, à l'intérieur duquel nous trouvons, dans le cas du sang, l'élément fer. Ces structures voyagent au sein des capillaires, et c'est ainsi que le sang veineux se transforme en sang artériel déchargé de CO2 et chargé d'oxygène à l'intérieur du poumon. Mais c'était juste une petite aparté. Nous avons donc ces représentations en rouge, sang, feu, chaud, et bleu, eau, nuit, froid, qui représentent traditionnellement le masculin et le féminin. Aucun des deux n'est bien et l'autre mal. L'interaction des deux produit la matière. Elle soutient les phénomènes de vie à l'intérieur de tout organisme vivant. Notre plan de vie, notre planète, est également considérée à ce titre comme un organisme vivant. Nous avons donc cette représentation traditionnelle du cerveau, le cerveau droit yin féminin, le cerveau gauche yang masculin. À yang masculin est associé le positif. Au yin féminin est associé le pôle négatif, le non visible, le magnétique. Alors bien sûr on peut dire « Ah, c'est négatif ». Le féminin c'est négatif, le masculin c'est positif. Ces notions-là sont mentales et émotionnelles. Rappelons-nous que dans le cas du pH, le plus représente l'acide, le moins l'alcalin, la base. Plus nous allons vers l'acide, plus nous allons vers la mort des choses organiques. L'acide détruit la vie. Plus nous allons vers l'alcalin, plus nous allons vers la vie évoluée. Le sang de reptiles est acide. Le sang des mammifères carnivores est moins acide que le sang de reptiles. Le sang des mammifères herbivores et idéalement de l'humain est neutre, c'est-à-dire pH 7, A, légèrement alcalin. Les fluides qui soutiennent la vie dans le corps sont légèrement alcalins. Les processus de vie sont légèrement alcalins. Imaginons donc notre monde visible sous cette forme-là. Nous avons donc le cratère. En rouge, la partie connue du monde qui correspond au cerveau gauche parce que notre monde est rationnel. J'ai déjà dit plusieurs fois que le monde rationaliste, matérialiste, avait englobé et finalement détruit le monde intuitif, notamment la vie décrite souvent comme tribale, les peuples des origines. C'est un sujet sur lequel je suis intarissable. La civilisation est d'essence notablement yang, mentale, analytique, rationaliste, dépourvue de lien avec les processus du non-visible, du vivant. Elle est par essence dévorante. Et c'est un peu ce que nous avons là, n'est-ce pas ? Une espèce de bouche ouverte qui cherche à tout dévorer. Dieu merci, nous avons quand même l'œil bleu de l'intuition à l'intérieur de tout cet océan de matérialisme forcené. Dans ce schéma, nous avons donc le monde connu, cette goutte rouge avec son œil bleu. Cette goutte blanche,
c'est la terre inconnue, terra incognita, les terres inconnues. Et en hachure marron, extraterra, l'extraterre, en dehors de la terre, au-delà de la terre, au-delà des terres connues et inconnues. Vous voyez, nous avons deux notions, les terres inconnues de l'intraterre et les terres inconnues de l'extraterre, au-delà du cratère. Reprenons donc notre forme de goutte, qui, dans le schéma précédent, était rouge. La voici délimitée en bleu foncé. Voici l'étendue, ou peut-être même la forme, du monde connu, ou d'une partie du monde connu. Eh oui, ça se complique. Parce que ce que nous connaissons du monde, c'est un disque, reprenons notre schéma rouge, c'est un disque qui aurait pour centre le centre du disque bleu. Donc un disque rouge. Toute la queue de cette forme de goutte nous est donc inconnue. Voici donc l'étendue, ou peut-être la forme du monde connu, d'une partie du monde connu. Voici notre cratère avec en hachure au-delà du cratère. Nous avons la croix du pôle Nord, avec autour les continents baignant dans les océans. Autour, la barrière de glace et une grande partie d'océan constituée par la pointe de cette goutte qui nous est inconnue. La larme blanche, ce sont toutes les terres inconnues et naturellement, nous pensons dans un système dipolaire que la croix qui est au centre de la partie renflée de la goutte blanche constitue le pôle sud. Mais en est-il ainsi ? Alors nous aurions un petit système solaire, c'est-à-dire un système en forme de disque où le Soleil tourne autour d'un axe, comme ceci. Le grand cercle marron, c'est l'ensemble du cratère. Le petit cercle noir, c'est notre monde connu. Au centre du monde connu, il y a le pôle Nord. Et cette forme de yin et yang, ce n'est ni plus ni moins que la zone d'influence du Soleil qui se déplace. Le Soleil comme apportant la clarté autour de lui, et en face, non pas la Lune, qui est légèrement d'une essence différente, mais l'absence de Soleil qui se déplace de façon strictement opposée et sa sphère d'influence. Au centre de la partie renflée de la goutte, nous avons possiblement la zone la plus claire, et au centre de la partie bleue, de la partie renflée de la goutte bleue, nous avons la partie la plus sombre. Oui, plus ou moins, bien évidemment, cette goutte varie légèrement puisque le Soleil, au cours des solstices et équinoxes, se rapproche de la croix du pôle ou s'en éloigne légèrement. Mais laissons cela pour l'instant. Ça, c'est notre monde connu, le monde que nous avions représenté par cette goutte au contour bleu, ou, plus avant, cette goutte rouge avec un point bleu en son centre. Le monde visible, celui que nous connaissons, celui qui est visible à nos yeux, a son pendant à l'intérieur du cratère. Un autre monde, inconnu de nous, dont les lois sont les mêmes. Une manifestation lumineuse et calorique qui se déplace en cercle concentrique autour d'un axe, produisant une alternance de jour et de nuit. Si l'axe de notre monde, celui du haut, en jaune et bleu, était le pôle Nord, alors l'axe du disque invisible à nos yeux, qui tourne en même temps dans une alternance de jour et de nuit, représenterait le pôle Sud. À ce point-là, nous pouvons considérer le cratère comme suit. À l'intérieur du disque marron, nous avons le monde du cratère. À l'extérieur, les terres extracratères. Le disque du haut, représenté par un demi-périmètre bleu, un demi-périmètre brun, c'est notre monde, celui dans lequel nous évoluons. Le disque du bas, représenté par un demi-périmètre brun, demi-périmètre bleu, mais inversé, c'est le monde qui demeure invisible à nos yeux, qui existe matériellement à l'opposé géographique, disons, de notre monde,
et en son centre, il contient un pôle sud, pôle nord, pôle sud. Toutes les terres qui n'appartiennent pas à ces deux disques sont une sorte de jachère. À ce stade, nous voyons apparaître plusieurs formes. Un disque, c'est-à-dire une surface fermée. Le symbole du yin et du yang. Le symbole de l'infini. Deux sphères dans une sphère. Ou même, on va la dessiner, à l'intérieur du disque du cratère. Deux sphères. L'une visible, l'autre invisible. À l'intérieur de chaque sphère, la sphère d'influence de l'astre appelé Soleil. Nous avons donc un cercle contenant deux cercles, chacun contenant deux cercles. Voici une image fractale de notre monde, même à plat. Voici qui nous évoque également les chakras et la Kundalini, Ida et Pingala s'enroulant autour du canal de la Sushumna, le caducée, souvenez-vous, avec 7 points de contact, le masculin et le féminin s'enchevêtrant constamment. Nous voyons pour cela qu'il a fallu tracer 2 cercles au-delà du cercle de notre monde connu, ce qui nous évoque le chakra coronal qui se situe légèrement, à la limite de notre corps physique et de nos corps éthériques. Sans compter même les chakras supplémentaires, les vortex supplémentaires qui se situent dans l'aura mais pas dans le corps physique. Mais c'était une digression qui me paraissait nécessaire. Nous sommes donc passés de ce monde en forme de goutte, dont nous ne connaissons que le disque qui s'étend autour de la zone d'influence du pôle Nord. Nous sommes passés de ce monde en forme de goutte de nouveau à un monde en forme de disque, qui lui-même est en forme de symbole yin-yang. Revoici la schématisation. L'ensemble du symbole yin-yang rouge et bleu présenté ici, c'est le cratère. Et les 2 disques bruns, l'un avec son centre rouge, l'autre avec son centre bleu, ce sont les mondes, en haut visibles, en bas invisibles, et nous voyons qu'ils se situent dans la sphère d'influence de ces 2 gouttes du symbole yin-yang, rouge et bleu. Nous avons donc en rouge la zone positive, en bleu la zone négative. À l'intérieur, au centre du disque supérieur, nous avons le pôle nord. Au bas, nous avons le pôle sud. Chaque système a donc son propre pôle nord et son propre pôle sud. Le pôle nord étant le centre du disque, le pôle sud étant sa périphérie. Et à l'intérieur de ces systèmes, nous avons encore un système dipolaire qui s'articule autour d'un axe. Le point rouge du haut sera donc le pôle nord, autour duquel s'articule le système jour-nuit. La lumière représentée par le plus, la nuit représentée par le moins, qui s'oppose au système représenté par le disque du dessous, dont le pôle central est le pôle sud du grand ensemble, la lumière en bas représentée par le plus, et la nuit en haut représentée par le moins. Fidèle à la tradition taoïste, nous avons donc une lecture en yin et en yang, transposée ici en plus et moins. Nous aurons la partie rouge du disque, représentant yang, ici plus. La partie bleue du disque, la sphère d'influence du yin, ou ici moins. Repartons de la partie rouge. Yang, plus, pôle nord. Le soleil, ou sphère d'influence lumineuse et calorique, d'essence yang, sera yang du yang. La sphère d'influence de la nuit, yin négatif, sera yin du yang. Ce qui s'inverse en bas, dans la partie bleue, le pôle central est le pôle négatif, magnétique par opposition électrique, féminin, yin, autour duquel s'articule la sphère d'influence calorique et lumineuse du jour, positif, et la sphère d'influence négative de la nuit. Nous aurons donc, dans le système du bas, pour le soleil et le jour, yang du yin, pour la nuit,
yin du yin. On va faire un dessin en plus. Et l'on voit que même dans cette représentation à plat du monde, tout s'inverse exactement selon un système d'opposés complémentaires tel qu'enseigné dans la tradition taoïste. Yin-yang donnant naissance à toutes les combinaisons possibles. Yin du yang, yin du yin dans le yang, etc. Ce que nous pouvons voir, c'est que dans une idée dipolaire, dans cette représentation avec un disque, nous retrouvons cette fameuse croix solaire, fortement polarisée, avec un nord et un sud, mais pas exactement comme on les perçoit d'habitude. À ce point-là, puisque les forces inversent constamment, pour permettre un équilibre dynamique, on peut se demander si le pôle du monde positif n'est pas négatif. En d'autres mots, le pôle du monde connu, le pôle central, c'est le pôle sud. Le pôle nord étant le centre d'attraction électromagnétique de la zone d'influence yin de notre monde, le non visible. Mais nous y reviendrons. Gardons pour l'instant notre représentation électromagnétique yin dans le yang. Le grand disque brun, c'est l'ensemble du cratère Terre. Les deux disques sont les deux mondes. Celui de dessous étant le monde inconnu invisible, celui du dessus étant l'ensemble du système solaire local que nous connaissons comme notre monde. Et le petit disque du haut, c'est notre cratère connu, avec au centre le pôle, notre pôle nord, à la périphérie, la barrière de glace. Vous voyez, un monde dans un monde qui est un cratère. Et au-delà, l'inconnu. Voici donc, en rouge, la partie illuminée par le soleil de notre disque connu, représentée improprement, mais pour l'instant nous nous en contenterons, par la carte de Gleason, ou azimut équidistant. Cette goutte figure un mouvement. Ce système yin-yang représenté ici en rouge et blanc, j'ai omis les points mais qu'importe, se déplace sur lui-même en tournant. Le sens de rotation, c'est la partie renflée qui avance. Et je m'en expliquerai un jour ou l'autre. Ce disque, ligné de jaune, se déplace lui-même dans l'ensemble de l'espace représenté par le périmètre noir en tournant sur lui-même. C'est-à-dire que l'influence du soleil local ne fait pas que tourner en spirale concentrique autour de son pôle nord. Ce disque, cette aire d'influence se déplace. Ainsi que se déplace le monde opposé, le monde non visible, que j'ai situé en bas de ce diagramme. Hachuré en vert, c'est l'ensemble de la jachère. Alors voici notre monde connu, sous la forme d'un disque rouge, en bleu d'un cercle rouge. Le cercle bleu à l'intérieur du cercle rouge, c'est la barrière de glace. Au centre, le pôle nord. Nous voyons les continents et les mers. Les continents et les mers ne se déplacent pas. Ce qui se déplace, c'est le disque rouge, ainsi que le disque bleu, le dôme. La membrane électromagnétique. Elle se déplace tout au long de la grande année, des 26 000 ans, sur l'aire de ce disque. On peut imaginer que l'aire de ce disque est constitué, tout comme l'intérieur de notre monde dôme, d'un océan et de continents contenus à l'intérieur d'un cercle matérialisé par le trait noir et qui est notre cratère. En trait discontinu, j'ai donc figuré notre dôme électromagnétique, avec en son centre naturellement le pôle nord, le pôle d'où émane la puissance électromagnétique radiante. Le grand cercle noir délimite les contours du grand disque de la grande année. Autrement dit, notre cratère. Voici le centre physique de notre disque. Ça ne s'accorde pas tout à fait à l'idée que nous avions précédemment défendue ou vu défendre, à savoir, voici le centre physique de notre disque, c'est-à-dire notre monde. Prenons pour référence la carte azimutale équidistante.
Le cercle bleu foncé représente la barrière de glace. Le petit point brun représente le mont Méru, tel que dans la tradition indienne, ou l'arbre Yggdrasil dans la tradition germanique, etc. Et l'étoile représente l'étoile du Nord, le pôle Nord. Oui, l'étoile du Nord et le pôle Nord ne sont pas tout à fait la même chose. Contentons-nous pour l'instant du centre magnétique, ou pôle Nord. Reprenons s'il vous plaît la coupe d'un cratère lunaire. Tous les cratères lunaires n'affectent tous les cratères lunaires n'affectent pas cette forme, mais la plupart. Vu en coupe, nous avons un cratère avec au centre un pic. À moins bien sûr qu'il ne faille tout inverser et que ce soit un creux au centre d'une éminence. Mais contentons-nous pour l'instant de cette vision. Cratère lunaire avec un pic en son centre. Extrapolons et imaginons un cratère terrestre, ou plus exactement le cratère. Ce que nous appelons la Terre, c'est l'intérieur de ce cratère. Ne nous occupons pas de l'extérieur du cratère pour le moment, voulez-vous ? Nous avons donc un cratère, un creux, avec en son centre un pic, une montagne, une éminence pointue, centrale. C'est très important. Oui, j'ai mis coupe, mais c'est une vue légèrement cavalière. Pour avoir la coupe du grand cratère, il nous suffirait de rajouter au cratère lunaire de l'eau. D'ailleurs, voici la véritable coupe du cratère Terre. Un cratère avec un pic en son centre et des terres émergées qui font saillie à la surface plane des océans. Ça, c'est le grand cratère. Replaçons notre monde à l'intérieur du grand cratère, figuré en brun. Les hachures figurent l'espace extracraterrestre. Nous avons donc au centre du grand cratère le pic, qui est le nord. Le sud, c'est la périphérie. Notre monde connu, à savoir le dôme, ou en tout cas la presque intégralité du monde connu, emprisonné dans le dôme, visible à nos yeux sous la forme de la barrière de glace figurée en bleu foncé, se déplace dans la surface du disque du grand cratère. Le nord pointerait alors vers le centre du cratère. Il nous faudrait donc redessiner complètement notre carte, parce que là, alors, la carte glisonne, azimut équidistant, est fausse, n'est-ce pas ? Reprenons. En brun, le cercle représente le grand cratère, le cratère. En bleu clair, les limites du dôme, avec en son centre notre nord magnétique. Magnétique, c'est moins, n'est-ce pas ? C'est électrique qui est plus, mais nous y reviendrons. Le centre du disque brun, c'est le nord. La périphérie du disque brun, c'est le sud. Le dôme et son disque bleu se déplacent tout autour du disque brun du grand cratère tout au long de la grande année de 26 000 ans. Alors imaginons, s'il vous plaît, un diagramme, une vision qui réconcilie les deux idées. Le cercle bleu clair du dôme a un centre, son point de rayonnement électromagnétique. De même que le grand disque brun a un centre, son point de rayonnement électromagnétique, autour duquel s'articule un mouvement circulaire. Et pourtant, elle tourne. Ce n'est pas un ballon, mais plutôt un manège qui tourne, 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 qui tourne, tourne en rond. Reprenons donc notre coupe du cratère terrestre, ou lunaire, extrapolée si vous le voulez bien. En brun, la surface, le fond des océans, la ligne des continents, le pic central du grand cratère. Le pic central figure le nord, le point central, qui rayonne en un dôme. Le cratère Terre est un dôme. Le centre, c'est le nord magnétique, et la périphérie, c'est le sud magnétique. Cette différence de potentiel crée une membrane, le grand dôme.
À l'intérieur de ce système, le système dôme du grand cratère, nous avons le petit dôme de notre monde. Il comporte son propre centre magnétique, son propre pôle nord, mobile. Tiens, le nord magnétique bouge, nous dit-on. Il se déplace. Voilà qui, pour une fois, est raccord avec les informations officielles. Mais poursuivons. Le centre magnétique de notre monde, c'est le pôle nord. Le pôle sud est constitué par la périphérie, ou barrière de glace, ou Antarctique. Le centre est matérialisé par l'étoile polaire, que j'ai figurée ici au-dessus de notre petit dôme, mais qui vraisemblablement se situe à l'intérieur. C'est un point que nous pourrons également discuter. Voyez, un dôme dans un dôme. Ceci est la vision en coupe de la vision en disque que nous avons vue plus tôt. Alors me direz-vous, il y a vraisemblablement un autre dôme de l'autre côté. Oui, c'est probable. On va le dessiner. Nous avons donc la vue en coupe, en brun les terres émergées, le pic, en bleu les océans, en bleu foncé les barrières de glace, le pic qui est le centre du cratère, qui détermine un dôme. Le centre d'influence, le pôle central du cratère, détermine par une différence de potentiel une membrane. Et chacun des dômes opposés gravite de façon circulaire et diamétralement opposée autour de l'axe central. Alors si nous reprenons notre yin-yang, le centre de la goutte rouge devrait être bleu, n'est-ce pas? Et le centre de la goutte bleue, la goutte yin, devrait être rouge. Notre pôle nord est un pôle négatif, magnétique. Le nord magnétique est un pôle moins. Le pôle du monde non visible, notre opposé diamétral, est un pôle positif, un pôle électrique. Nous voyons ainsi comment deux systèmes s'interpénètrent l'un l'autre constamment. Imaginons ceci, un système binaire, ou yin-yang, avec un aimant, le pôle nord, le pôle sud, le pôle yin, le pôle yang. Faisons tourner cet aimant et sa sphère d'influence autour d'un axe. Nous obtenons une représentation des champs d'influence électriques et magnétiques. Représentés sous forme de couleurs, voici qui nous rappelle notre symbole yin et yang en rouge et bleu, n'est-ce pas? Jusqu'à présent, nous avons représenté ce symbole yin et yang en deux dimensions, dans un plan, dans un cercle. Et s'il s'agit de mouvements d'interpénétration, nous pouvons imaginer un vortex. Or, la partie visible du vortex, c'est, mettons, le cône qui se forme dans de l'eau. Mais pour que ce cône soit visible, il faut que l'air s'engouffre dans l'eau, n'est-ce pas? L'air, c'est la partie non visible. L'eau, en l'occurrence, la partie visible. Voici schématiquement, en rouge et en bleu, les deux mouvements contraires. Le mouvement visible de l'eau. Et en rouge, le mouvement non visible de l'air qui sort du vortex. Chaque mouvement visible a sa contrepartie non visible. Le visible, c'est le jour, où l'on voit comme en plein jour. Le non visible, c'est la nuit, où l'on ne voit pas. Nuit et jour sont ici des exemples relatifs, et dans le monde relatif qui est le nôtre, tout est plus nuancé. On peut voir la nuit, bien sûr. Alors le code couleur s'inverse parce que l'air est plus yang, chaud, léger, et l'eau est plus yin, froid, lourd, humide. Mais nous avons vu dans cette théorie du yin et du yang qu'une chose n'est pas yin ou yang, elle est yin du yang, etc. Donc ici, l'air qui est yang emprunte pourtant la qualité non visible, donc yin. Vous voyez, c'est plus subtil que juste binaire. C'est binaire, mais binaire qui se subdivise. Ce mouvement de vortex est donc un mouvement torique, parce qu'il y a une flèche qui pointe vers le haut, parce que la flèche de l'eau arrivée au point le plus étroit du vortex pointe vers le début de la flèche rouge
qui est un mouvement vers le haut de l'air. Mais en réalité, nous avons ceci. Le mouvement tourbillonnaire de l'eau qui rentre au profond et le mouvement tourbillonnaire de l'air qui remonte. C'est une double spirale qui s'interpénètre. Un peu difficile à rendre ici, il est vrai. C'est le mouvement du tor, du centre vers la périphérie, de la périphérie vers le centre, du haut vers le bas, du bas vers le haut. Le mouvement yang centrifuge, de l'intérieur vers l'extérieur, se transforme en mouvement yin de la périphérie vers le centre. Le mouvement vers le haut s'incurve jusqu'à devenir mouvement vers le bas, qui lui-même redevient mouvement vers le haut, et ce, dans toutes les directions. Le meilleur symbole de ce mouvement, vous en connaissez une représentation très connue, très évidente dans le monde matériel. La pomme. Par sa forme, sa structure, et jusqu'à ses détails, la pomme manifeste la structure du tor. Coupons-la en deux, selon son axe central, c'est-à-dire son pétiole, et nous verrons ses formes. Une forme expansive, qui détermine un renflement. Une forme légèrement plus contractile, qui rentre sur elle-même. Bien évidemment, avec mes couleurs, je n'ai pu donner qu'une idée de son volume. Mais la pomme est un volume. Alors quand on pense à la pomme, on pense à une de ces représentations bien connues, à laquelle il manque un bout. Tout comme il me semble, il manque un bout à notre monde. Il manque un bout, qui n'est pas à sa place. Une inversion. Toute montagne sera rasée, toute vallée sera rehaussée, nous dit Isaïe. Rien n'est à sa place. Voilà qui m'évoque toujours le phénomène d'inversion des genres et de soi-disant transition. On coupe un bout quelque part pour rajouter à un autre endroit. Dénaturation. Et en quoi cela concerne-t-il notre monde, qui est un tor, qui est une pomme? Eh bien, parlons de l'Antarctique, voulez-vous? L'Antarctique. L'Antarctique qui n'est pas un continent, mais une périphérie. Et si c'était aussi un continent? Le continent antarctique. Moi, il me fait penser à beaucoup de choses, ce continent. Il me fait penser, je ne sais pas pourquoi, à un cervelet. Pourtant, le cervelet, c'est plutôt l'arbre. Alors, il me fait penser à un cerveau. Oui, un cerveau avec ses deux hémisphères. Mais certains disent, l'Antarctique, c'est le cerveau droit. La part manquante de notre monde, souvenez-vous, notre monde est complètement mental, dépourvu d'intuition, dépourvu de féminin réel. Et je ne parle pas de féminisme, bien évidemment. La partie invisible de notre monde mental. Il manque un bout à notre monde, matérialiste, rationnel, binaire. Il manque son corollaire. Il manque le monde intuitif. Et ce serait l'Antarctique. Alors comment l'Antarctique prend-il place dans notre monde? L'Antarctique, le continent antarctique. Et si c'était en réalité à l'intérieur de notre cratère, tout ceci, l'Antarctique, le pendant à notre monde. Alors représentons notre monde, s'il vous plaît, notre monde cratère, comme un cerveau à deux hémisphères. Puisque notre monde est dipolaire, et nous l'avons vu de plus d'une façon. En haut, voici notre cerveau rationnel, notre monde. Le monde yang plus électrique. Et en bas, le cerveau intuitif, synthétique, synesthésique, magnétique, moins, yin, arctique, antarctique. Vous voyez, rien à voir avec nos représentations habituelles. Alors le voici, ce cratère. Avec son axe de rotation central. Un demi-cerveau yang. Avec un petit îlot yin, un demi-cerveau yin, un petit îlot yang. La queue, c'est le tronc cérébral. Vous voyez, j'ai toujours pensé qu'il y avait quelque chose de pas net avec la forme des continents. Depuis le temps que je les regarde, qu'ils me rappellent la mer de la Sérénité sur la Lune. La mer de la Sérénité est-elle une mer, un contenant, une périphérie, ou bien l'intérieur? Vous voyez ? Un contenant ou un contenu, exactement comme l'Antarctique. C'est pourquoi la mer de la Sérénité pourrait représenter notre monde, les deux versants de notre monde, le visible et le non visible, comme l'Antarctique. L'un est sur la Terre, c'est l'Antarctique. Non, il n'existe pas vraiment. En tout cas, pas sous la forme d'une calotte glaciaire. Il est notre monde opposé.
Et l'autre est sur la Lune. La Lune n'existe pas. Et là, elle figure une mer. Alors, mer de la Sérénité ou continent antarctique? Alors, bien sûr que l'Antarctique est une clé. C'est la clé. Alors, bien sûr que la Lune est la clé. C'est la clé. Ce sont des jeux de miroir. Et au point où nous en sommes. Tout est la clé. Vous ne pensez pas?